Bonjour tout le monde. Je m'appelle Christine. Je suis accompagnée d'Olivier et de Sophia. Comme présenté, nous sommes tous résidents en pharmacie au CHUM et candidats à la maîtrise en pharmacothérapie avancée. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre projet de maîtrise qui s'appelle Pump It Up, un projet d'optimisation des pompes pour l'éco-responsabilité au CHUM chez les professionnels de la santé. On aimerait aussi remercier les organisateurs du colloque pour l'invitation aujourd'hui. Nous n'avons aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec cette présentation. Donc, comme mentionné plusieurs fois, le réchauffement climatique est une des plus grandes menaces de notre société de nos jours. Au niveau de la santé des patients, celle-ci l'affecte. Au niveau d'une augmentation des hospitalisations, des exacerbations de maladies chroniques et une augmentation des problèmes de santé. Le système de santé canadien représente 4,6 % des émissions totales de gaz à effet de serre et le Canada est 10e au niveau du monde. Les médicaments, dont les inhalateurs des aérosols doseurs, représentent 25 % des émissions de GES du système de santé. Vous vous demandez pourquoi les aérosols doseurs ont un si grand impact environnemental. Bien, en fait, le gaz propulseur contenu dans cet inhalateur-là pour venir délivrer le médicament au niveau des poumons des patients, qui est contenu dans le dispositif, s'appelle le HFA 134A. Le HFA 134A possède un potentiel de réchauffement planétaire de 1400 fois plus grand que le CO2. Donc, environ, l'utilisation d'un aérosol doseur libère 15 à 30 kg d'équivalent en CO2, donc à peu près 245 km en voiture, de Montréal à La Tuque environ. Pour vous décrire l'abondance de l'utilisation des aérosols doseurs, on sait que 35 % de la population québécoise utilise ou a déjà utilisé un médicament en inhalation et plus de 800 millions d'aérosols doseurs sont produits à chaque année. Plusieurs dispositifs d'inhalation alternatifs et plus écologiques existent. On vous les a mis en image sur les deux côtés de l'image au centre. Nous avons les inhalateurs à poudre sèche et à brume douce qui ne contiennent pas ce gaz propulseur-là, qui est responsable en fait de la majorité des émissions de gaz à effet de serre. Leur empreinte de carbone est beaucoup moindre. Donc, pour un inhalateur à poudre sèche, elle libère seulement 1 kg de CO2. Un inhalateur à brume douce, c'est encore moins, donc moins de 1 kg de CO2. Donc, leur empreinte de carbone serait 15 fois plus écologique qu'un aérosol doseur. On se demande, est-ce que ce changement-là vers ces alternatives-là est réellement possible? Donc, en fait, le Canadian Thoracic Society a émis des recommandations pour les professionnels de la santé, que ce soit au niveau du diagnostic de la maladie respiratoire jusqu'à l'ordonnance des médicaments, sur comment prendre un choix plus éco-responsable parce que les alternatives qui sont cliniquement acceptables existent. Une étude canadienne aussi a émis l'hypothèse que si on diminue de seulement 25 % des ordonnances de HFA, donc les aérosols doseurs, on pourrait diminuer la libération de GS de 864 millions de kilomètres en voiture en équivalent. Puis au niveau du patient, si on change son aérosol doseur pour un inhalateur alternatif, donc un inhalateur à poudre sèche, on peut diminuer son empreinte de carbone de plus de 400 kg de CO2 par année. Ailleurs dans le monde, on voit ce changement-là. Au niveau du Canada, on utilise à peu près 76 % de ce type d'inhalateur-là qui aurait un impact plus grand au niveau de l'environnement. Dans les pays comme la Scandinavie ou en Suède, ils utilisent juste seulement 10 % de ce type d'inhalateur-là. Aux Pays-Bas et en Allemagne, ils ont fait des études pour démontrer qu'en fait, si on faisait ce changement-là, ça serait cliniquement acceptable. Et en fait, on n'a pas engendré plus de dommages au niveau de la santé des patients, donc pas une utilisation plus grande de médicaments qui étaient auparavant délivrés par cet aérosol doseur-là. Donc, après cette mise en contexte-là, j'aimerais vous parler de notre projet. Puis, en fait, j'aimerais vous présenter Alessandra Stortini puis Maude Fortier, deux pharmaciennes au CHUM, qui, en fait, ont collaboré avec nous sur le projet. Puis, on les remercie énormément pour leur soutien et leur collaboration tout au long de cette année pour ce projet-là. Donc, c'est un projet d'optimisation des pompes pour l'éco-responsabilité au CHUM chez les professionnels de la santé. L'objectif de notre étude, c'était d'évaluer l'impact d'interventions de sensibilisation auprès de professionnels de la santé portant sur les pratiques éco-responsables des traitements inhalés sur le taux de prescription d'aérosols doseurs au CHUM. Les issues de l'étude, premièrement, c'était le taux d'ordonnance d'aérosols doseurs longue action par rapport au nombre total d'inhalateurs prescrits chez les patients hospitalisés au CHUM.
Deuxièmement, on est allé évaluer le taux de modification des inhalateurs vers un traitement qui est à plus faible émission de GES sur les services de médecine interne et de pneumologie durant l'hospitalisation du patient. Notre devis, c'était une série chronologique interrompue. Donc, en gros, notre projet avait 2 périodes, pré-intervention, une pause et post-intervention. On est allé collecter des données sur 16 semaines dans chacune de ces périodes-là, qui vont en fait représenter les points sur nos 2 droites, pré- et post-intervention. Il y a une pause au centre, en fait, pour permettre que nos interventions fassent changement au niveau des pratiques d'ordonnance. Par la suite, on a évalué les pentes de chacune des droites pour voir la tendance d'ordonnance, puis si nos activités de sensibilisation ont pu avoir un impact réellement. On est aussi allé voir sur l'image, c'est le level change, donc la différence entre les ordonnées d'origine de nos 2 droites pour voir si, dès la fin de nos activités de sensibilisation, puis le début de la période post, si on voit une diminution dès le début du taux d'ordonnance des pompes qui sont plus néfastes pour l'environnement. Je laisse la parole à mon collègue. Dans le fond, moi, je vais vous parler des interventions là, qui étaient un peu le cœur de notre projet. Pour trouver ces interventions-là qu'on voulait faire auprès des professionnels, premièrement, on a fait une grosse recherche de littérature assez extensive pour finalement se rendre compte en fait qu'il n'y avait jamais aucun article qui avait été écrit sur le sujet de notre projet de recherche. Fait qu'on s'est beaucoup basé sur des articles dans d'autres domaines, donc par exemple sur la prescription d'antibiotiques, dans le fond, au niveau de l'empreinte carbone des professionnels, il y a des interventions qui avaient déjà été faites pour voir si on était capable de faire réduire ça. Il y a des grosses revues de la littérature qui ont été faites sur l'enseignement auprès des professionnels, puis l'impact que ça a. Donc, on s'est beaucoup basé là-dessus. Puis ça nous a permis d'aller voir justement c'était quoi les interventions en pratique là, qui étaient déjà faites sur le terrain dans d'autres domaines. Puis on s'est beaucoup basé sur la théorie du changement. Donc, par exemple, les 8 étapes du changement de Cotter, on a les 73 recommandations d'experts pour implanter le changement. Donc, on a plusieurs théories du changement sur lesquelles on s'est basé pour vraiment aller enrichir ces interventions-là puis être sûr qu'ils ont un impact réel. Puis, finalement, là, ça nous a mené en fait à décider de faire des interventions combinées plutôt que seules, parce que dans la littérature, ça nous montrait vraiment que, en fond, toutes les interventions simultanées avaient un impact beaucoup plus grand que des interventions là, qui étaient faites seules. C'est lui? Okay. Voilà. Donc, pour commencer avec les interventions, donc on a fait des présentations éducatives et des ateliers là, auprès de professionnels de la santé. Donc, on a vu 15 médecins et résidents en médecine interne, une trentaine de pharmaciens, on a vu des IPS, beaucoup d'inhalothérapeutes aussi, pour leur présenter vraiment notre projet, mais aussi comment faire ce changement-là. On a aussi tenu donc 6 kiosques sur 4 semaines là, à la cafétéria du CHUM pour parler avec les patients, mais aussi avec les professionnels de la santé, présenter notre projet, présenter des informations sur les inhalateurs. Donc, on était là un pharmacien, des pharmaciens résidents et des étudiants en pharmacie pour donner ces informations-là. On a eu plusieurs affiches électroniques qui étaient diffusées sur les écrans, dont au kiosque. Je vais vous les présenter là, juste après. Puis, ces affiches-là étaient mises là, devant les unités de médecine interne et de pneumologie. Je vais y revenir un petit peu plus tard là, sur pourquoi spécifiquement ces unités-là. Il y avait également des rappels physiques, mais on voulait vraiment le plus possible ne pas mettre d'affiches papier. Donc, on en a imprimé un grand total de 4 pour mettre dans les locales plus communs là, sur les unités de médecine interne et en pneumologie. Puis, on a eu des rappels électroniques auprès des pharmaciens qui travaillaient dans certaines unités où il y avait plus d'inhalateurs et aux pneumologues qui ont été faits. Donc, ça, c'est les premières affiches qu'on a faites pour la campagne en avril 2024. Donc, ces affiches-là, comme je l'ai dit, étaient au kiosque. Ils étaient devant les unités de médecine interne pour essayer vraiment de rajouter un peu de dynamisme à tout ça. Puis, on a refait une autre campagne là, en août et en septembre, une genre de campagne de rappel. Puis, ce que vous pouvez voir quand même dans les images, puis ce qu'on a essayé beaucoup d'intégrer dans nos interventions, c'est le dynamisme. C'est une autre chose qui est ressortie beaucoup dans notre recherche de la littérature, comme quoi d'interagir avec le public, d'avoir beaucoup de dynamisme dans nos interventions, ça permettait que ça capte l'attention un peu plus là, de notre public. Donc, je vous invite à prendre le code QR. Je vais vous parler maintenant de la boîte à outils qui a été faite, qui était sur toutes nos affiches, puis qu'on présentait dans toutes les interventions aux professionnels. Donc, si vous allez sur notre boîte à outils virtuelle, en haut de la boîte à outils, on a une section pour les professionnels de la santé. Puis, si vous descendez, il y a une section pour les patients là, avec plusieurs vidéos éducationnelles sur comment utiliser les inhalateurs verts. Puis, je vais passer là, un peu les ressources qu'on a mis pour les professionnels.
Donc, premièrement, on a beaucoup collaboré avec Cascade Canada, là, qui, dans le fond, est un organisme qui aide beaucoup dans le fond, les hôpitaux, mais aussi au Canada là, à améliorer, dans le fond, notre relation avec l'environnement, je pense, en hôpital. Donc, on s'est beaucoup basé sur plusieurs de leurs ressources qui étaient déjà en ligne, notamment ce tableau-là qui a plusieurs équivalences posologiques, mais aussi tous les inhalateurs qu'on a au Québec avec leur coût, le nombre de kilomètres de voitures équivalent à l'usage d'un de ces inhalateurs-là, puis un indice d'éco-responsabilité avec des petites feuilles pour faciliter le tout. On avait aussi une ordonnance préimprimée qu'on a faite en collaboration avec d'autres professionnels. Donc, pour vous présenter rapidement cette ordonnance-là, on a des critères d'éligibilité pour les patients qui ont été validés par des pneumologues. Donc, par exemple, que la condition respiratoire soit stable, qu'il y ait le consentement du patient. Il y avait d'autres critères également là, dans cette prescription-là. Puis après ça, c'était divisé par famille de médicaments. Donc, chaque tableau que vous voyez est une famille de médicaments. À gauche, on a le CC avec le médicament plus polluant, avec l'option plus éco-responsable à droite, avec une posologie déjà préécrite pour faciliter le tout. À l'endos de ces prescriptions-là, il y avait un tableau d'équivalence posologique, encore une fois, pour faciliter un peu cette substitution-là. Puis, il y avait les codes de RAMQ là, avec les descriptions pour faciliter, encore une fois. On a aussi intégré un site web qui a encore une fois été fait par Cascade, là, qui aide à choisir un inhalateur plus vert en fonction d'une indication, d'un âge et d'une sévérité de la pathologie. On a intégré un algorithme de l'INES pour l'aide à la décision d'un inhalateur pour la MPOC. Puis, on a créé un petit document avec plusieurs infographies pour différents professionnels de la santé, avec des trucs, des informations, vraiment là, pour essayer de faciliter ce changement-là. Pour ce qui était de la méthode de collecte de données, donc tous les dossiers patients qui étaient inclus, c'était ceux qui contenaient au moins un inhalateur à longue action. On a exclu en fait les inhalateurs à courte action de notre étude, juste parce qu'en fait, il y en avait premièrement beaucoup trop, puis surtout parce que, comme Christine l'a mentionné, je crois, dans le fond, quand on fait un changement au niveau d'un inhalateur longue action, un inhalateur qu'un patient va prendre à tous les jours, on a un plus gros impact au niveau de l'empreinte carbone à long terme de ce patient-là. Puis, pour l'objectif 2, donc les deux services qu'on a pris, c'était la médecine interne et la pneumologie, parce que dans ces services-là, dans le fond, il y avait plus d'inhalateurs à longue action qui étaient prescrits. Donc, c'est pour ça qu'on s'est un peu plus concentré, là, notamment avec nos interventions sur ces deux unités-là. Puis, pour ce qui était exclu, donc, c'était tous les patients qui n'avaient pas d'inhalateur à longue action, donc qui avaient uniquement des inhalateurs à courte action. Ce qui a été recensé, donc, c'est le nombre d'aérosols doseurs longue action prescrits au CHUM sur une période donnée, puis le nombre d'autres types d'inhalateurs là, prescrits. Puis pour notre objectif 2, là, on s'est vraiment concentré au niveau de la médecine interne et la pneumologie. Puis pour ce qui était, dans le fond, des dates en fait de collecte, donc on avait la collecte post-intervention, donc après les interventions de mars-avril qui étaient faites en mai et en août 2024, mais on avait aussi une collecte dans le fond de l'année d'avant sur la même période qui avait été faite pour évaluer la saisonnalité, donc pour s'assurer en fait que ce n'était pas seulement dû à un changement de saison vers l'été, puis que c'était en fait vraiment dû à nos interventions. Puis la collecte pré-intervention était de novembre à février 2024. Donc, maintenant, je vais vous parler de nos résultats. Pour notre issue primaire qui visait, je le rappelle, à évaluer le changement, en fait, le taux d'inhalateur, son changement grâce à nos interventions, on a remarqué une diminution initiale significative de l'intercept post-intervention. Donc, c'est le genre de drop entre nos courbes pré-intervention et post-intervention. Puis, dans notre analyse, pour la saisonnalité, on s'est rendu compte que la saisonnalité n'avait pas joué sur nos résultats et qu'on peut supposer que nos résultats sont dus à nos interventions. Nos pentes, par contre, entre les deux droites n'étaient pas significativement différentes. Donc, on ne peut pas juger qu'on a influencé le taux de prescription d'aérosols doseurs au CHUM grâce à nos interventions. Finalement, on a fait une sous-analyse où on excluait l'urgence parce qu'il y a un gros volume de pompes qui sont prescrites à l'urgence. Puis, on a supposé que ça allait avoir un impact significatif sur nos résultats. Puis, en excluant l'urgence, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence significative par rapport à nos résultats. Si je vous le montre graphiquement, donc vous voyez, la verte, c'est la courbe pré-intervention et la bleue, c'est la courbe post-intervention. Donc, on a une diminution de l'intercept de 5,6 %, puis qui est statistiquement significative, puis on a une différence de pente qui, elle, n'est pas statistiquement significative. Pour notre objectif primaire, donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a réussi à diminuer la proportion de pompes HFA, donc de pompes polluantes prescrites immédiatement après notre intervention. Et ça semble attribuable à notre intervention parce que ça ne semble pas être dû à la saisonnalité. Par contre, on n'a pas diminué le taux de prescription par la suite après cette diminution initiale de notre intercept. Pour notre issue secondaire, maintenant,
On n'a pas vu de différence statistiquement significative entre les périodes pré- et post-intervention, que ce soit pour la pente ou pour la différence d'intercept. Puis, pour les issues secondaires, il faut qu'on vous parle du fait qu'on avait des données manquantes pour notre issue secondaire. En fait, comment on recensait les prescriptions de congés, c'est qu'on allait chercher les BCM de congés, donc les prescriptions de congés, dans les dossiers des patients. Puis, des fois, ces prescriptions n'étaient pas remplies pour diverses raisons, une courte hospitalisation, ou l'ordonnance était faite sur un autre type de papier, disons. Et donc, on avait certaines données manquantes. Ce qu'on a fait pour pallier à ça, c'est une analyse de sensibilité où on imputait une valeur nulle à nos résultats manquants. Donc, on supposait pour ces données manquantes que nos ordonnances à l'admission et au congé étaient exactement les mêmes. Puis, on voulait voir si ça influençait nos résultats. Puis, ça n'a pas influencé significativement nos résultats pour l'issue secondaire. Graphiquement, encore une fois, on voit que nos courbes sont beaucoup plus semblables. Puis, encore une fois, ici, vous voyez que c'est des moins sur nos données. En dessous, c'est censé être des plus, donc c'est une petite erreur. Mais en bref, il n'y a aucun résultat statistiquement significatif à ce niveau-là, donc on ne peut pas émettre de conclusion par rapport à notre issue secondaire. Donc, en bref, sur les étages de médecine interne et de pneumologie, c'est les étages sur lesquels on se concentrait pour notre issue secondaire. Et c'est là où on a fait le plus de nos interventions, où nos affiches étaient placées, où on a fait des rencontres avec les médecins et les résidents. Malgré tout cela, on ne voit pas de différence significative dans nos résultats entre la période pré- et la période post-intervention. Donc, avant de vous donner des pistes pour expliquer nos résultats, on voulait vous parler des forces et limites de l'étude. Il y en a plusieurs à l'écran, je vais vous en nommer quelques-unes. Donc, premièrement, on a fait une revue approfondie de la littérature. Nos interventions étaient vraiment basées sur des preuves dans la littérature, des modèles de changement qu'on a trouvés dans la littérature. Et donc, c'était supporté par d'autres interventions par le passé qui avaient fonctionné de cette manière-là. Sinon, on a pris en compte la saisonnalité dans l'analyse. Donc, on traite de maladies respiratoires qui sont changées par les saisons. Donc, par exemple, en hiver, on a plus d'exacerbation de certaines maladies respiratoires. Et donc, c'était nécessaire de prendre en compte la saisonnalité, ce qu'on a fait dans notre analyse de sensibilité. Puis, troisièmement, c'est une première étude en son genre. Comme Olivier l'a mentionné, dans la littérature, on n'a rien trouvé qui ressemblait à notre projet. Et donc, on est un peu les pionniers dans ce domaine, disons. Pour les limites, premièrement, notre devis est rétrospectif. Donc, il y a une faiblesse inhérente à un devis rétrospectif parce qu'on doit retourner dans le passé pour collecter des données. Et comme nos données manquantes le montrent, on ne peut pas toujours contrôler ce qui a été documenté par le passé. Sinon, nos interventions étaient simultanées. Donc, comme Olivier l'a mentionné, c'est ce qu'on a trouvé dans la littérature, c'est ce que la littérature nous conseillait de faire. Par contre, c'est difficile de savoir quelles interventions ont eu le plus grand impact quand on ne peut pas les différencier, en fait. Donc, c'est quand même une de nos faiblesses. Puis, finalement, les équipes de leaders. Donc, comme Olivier a mentionné, on avait des pharmaciens sur les étages les plus importants qui devaient porter notre message. À l'origine, par contre, on prévoyait des équipes plus larges avec des médecins, des pharmaciens, des inhalothérapeutes. Puis, concrètement, ça n'a pas été possible de le faire. Donc, ça, c'est sûr que c'est une des faiblesses de notre étude. Pour nos pistes de solutions, maintenant, après nos résultats, on s'est posé la question sur si l'hospitalisation, c'était le bon moment pour effectuer le changement qu'on voulait faire. Quand les patients sont hospitalisés, c'est des contextes de soins aigus. Des fois, ce n'est pas la priorité d'effectuer un changement éco-responsable à ce moment-là quand le patient est instable. Et donc, c'est sûr qu'il faut se poser la question si l'implication des médecins et des pharmaciens en externe dans la communauté pourrait peut-être mieux fonctionner pour avoir des résultats plus optimaux. Parce que dans ce contexte-là, les patients sont peut-être plus enclins à accepter un changement de leurs inhalateurs vu qu'ils sont plus stables cliniquement. Sinon, on a décidé de on a pris la décision en fait de mettre la prise de décision par stagiaire de l'avant dans notre projet en essayant de changer les pratiques de prescription sans imposer des changements aux professionnels de la santé. Notre but, c'est qu'ils prennent la décision par eux-mêmes et en discutent avec leurs patients pour que le patient soit inclus dans la décision. Par contre, il y a aussi la question à se poser si des changements organisationnels sont nécessaires pour avoir le changement voulu. Donc, par exemple, si dès l'arrivée du patient à l'hôpital, on change son inhalateur pour un inhalateur plus éco-responsable, peut-être qu'on aurait des meilleurs résultats de cette manière-là. Finalement, on a eu des limites de temps et de moyens pour notre projet. C'est sûr qu'on l'a effectué pendant notre résidence, donc on travaille 40 heures semaine en plus d'effectuer ce projet-là. Donc, c'est sûr que si on avait eu plus de monde, plus de moyens, peut-être qu'on aurait pu atteindre plus de personnes grâce à notre projet. Finalement, la limite au niveau des rappels, c'est un peu les équipes de leaders dont je vous ai parlé. Peut-être que si on avait eu des équipes de leaders comme on le souhaitait, on aurait pu amener notre message un peu plus loin comme on l'avait prévu au départ.
Donc, pour finir, j'aimerais vous parler d'autres initiatives éco-responsables au CHUM. Donc, ceci est un projet en lien avec les gaz anesthésants qui sont une autre grande source de gaz à effet de serre au niveau des soins médicaux. Donc, en fait, c'est une étude qui, en fait, est venue remplacer le desflurane pour le sévoflurane. Le desflurane est plus polluant que le sévoflurane. Puis, en fait, ils ont évalué qu'on a eu une diminution au niveau de nos émissions de gaz à effet de serre et même au niveau des coûts pour une équivalence qui est cliniquement adéquate. Par la suite, plus spécifiquement au niveau du département de pharmacie au CHUM, ça serait une étude un projet sur une nouvelle présentation plus éco-responsable de l'héparine sous-cutanée prête à l'emploi. Donc, au CHUM, 60 000 seringues à usage unique sont utilisées par année dans un contexte clinique. L'alternative est présentée ici, en fait, ne contient pas de suremballage en plastique qui a permis de réduire nos déchets par année. Donc, 375 kg de déchets par année ont été réduits. Puis en fait, au niveau des professionnels de la santé, ça serait une équivalence qui serait adéquate puis autant bien utilisée qu'auparavant. Puis finalement, nous avons l'alternative de médicaments injectables en sac de solutions pré-remplies. Donc typiquement, nous, on prépare les médicaments au niveau des sacs de soluté. Par contre, il y a des sacs d'injectables qui sont déjà préparés. Puis en fait, vu que nous, on les prépare nous-mêmes, la date de péremption est limitée. Puis en fait, en 2021, on a dû jeter 980 sacs en raison de leur date de péremption, donc à peu près 120 kg de déchets. Puis en fait, avec l'utilisation de ce produit-là qui était déjà préparé, qui contient une date de péremption plus longue, on n'a pas dû jeter de produits depuis les 2 dernières années. Donc, on aimerait grandement vous remercier pour votre écoute, puis il nous fera plaisir de prendre de vos questions. Alors, je n'ai pas encore de questions sur le chat, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ici? Oui? Merci beaucoup. Bonjour, Catherine Truchon, je suis directrice scientifique à l'INES. Donc, c'est moi qui mes équipes qui dirigent les projets dont vous avez fait mention aujourd'hui, entre autres, notamment sur les gaz, puis on a des outils sur les pompes, les dispositifs. Félicitations pour votre projet, c'est vraiment intéressant. Ça montre que c'est pas facile de changer les pratiques. Oui, non. Dans les travaux qu'on a faits, notamment sur la MPOC puis sur l'asthme, on voyait ça aussi que les cliniciens, bien qu'ils commencent à être sensibilisés aux impacts environnementaux, on sent qu'ils ne sont pas encore tout à fait complètement là. Ils sont beaucoup plus préoccupés encore par les difficultés d'adhésion des patients à leur traitement. Fait que même en première ligne, je peux comprendre qu'en milieu hospitalier, c'est encore plus difficile. Mais je voulais juste vous dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'on est intéressé, l'INES, à voir comment on peut continuer à évoluer et à accompagner le système de santé. Les outils que vous développiez, notamment l'ordonnance préimprimée pour soutenir le changement de dispositif, c'est des choses que, si jamais c'était des choses envisageables, peut-être nous, on pourrait considérer l'INES mettre ce genre d'outils-là parmi notre trousse d'outils pour que d'autres établissements puissent les utiliser. Ce qui a été présenté aussi dans la conférence d'ouverture, là, je peux vous dire que nous, en tout cas, je suis très intéressée à pouvoir discuter avec les équipes de façon dont on pourrait servir un petit peu de levier puis de relayeur pour certains outils, puis collaborer avec vous aussi pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Fantastique. Question suivante. Il nous reste 4 petites minutes. Oui, bonjour, Stéphanie No. En fait, je suis de la PTS. Donc, je suis contente d'entendre ça. Par contre, j'avais une question pour vous. Est-ce que dans l'élaboration de votre projet ou de la mise en place de votre projet, est-ce que vous avez senti de la résistance de la part des médecins où il semblait y avoir une ouverture là, à contribuer ou en tout cas à participer à ce genre de changement-là dans votre milieu? Puis, est-ce que, tu sais, si oui, il y a eu de la résistance, est-ce qu'il y a des secteurs qui étaient plus résistants versus d'autres? En fait, un peu avoir ce topo-là, j'étais curieuse d'entendre ça. Merci. Donc, j'étais une des personnes qui a présenté aux médecins puis aux autres professionnels de la santé. Puis en fait, lors des présentations, ils étaient super ouverts puis intéressés par le sujet, simplement par le fait que c'était nouveau pour eux. Puis en fait, les outils qu'on a créés ont rendu ça très user-friendly pour eux. Puis c'était en fait un changement, on a rendu ça très facile pour eux avec l'ordonnance, avec les espèces d'équivalence au niveau des traitements inhalés. Donc, il y avait quand même une grande ouverture.
moins de résistance. Peut-être que ça paraît au niveau de nos données, mais concrètement, moi, je n'ai pas ressenti de la résistance, même l'inverse, une très grande ouverture, puis une excitation même au niveau de ça, que ce petit changement-là peut avoir un si grand impact. Je vous ai mentionné les chiffres tantôt, que vraiment un inhalateur, si on réduit ça au niveau du patient, ça peut avoir un grand impact. Puis même au niveau des patients, quand on leur parlait au niveau des kiosques, ils se sont dit que c'est quelque chose de très facile à faire. Donc, encore au niveau une ouverture, au niveau des patients aussi. Je ne sais pas si toi, tu veux ajouter. Je dirais peut-être la seule barrière que moi j'ai identifiée, c'est peut-être le temps. Je pense que c'est quelque chose qu'on disait assez souvent, que les professionnels, il manquait un peu de temps pour faire ces interventions-là. C'est un peu ça qui a mené aussi à notre conclusion, justement, que peut-être que les changements devraient être plus faits en externe. Ils ont souvent beaucoup d'admissions sur les étages, beaucoup de patients à s'occuper. C'était quelque chose que je pense que tout le monde était ouvert à faire, mais que pas nécessairement après ça, dans la pratique, il y avait nécessairement toujours le temps de le faire. Ouais. Sarah? Bonjour, Sarah Machan, Cascade Canada. Donc déjà, merci beaucoup pour ce projet, puis merci d'avoir utilisé nos ressources. Très heureuse de voir que ça vous a été utile. Mais je réfléchis un peu à ce qui va se passer après votre résidence. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été mises en place qui vont, disons, dépasser ce projet en termes de chronologie? Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Est-ce que vous avez pensé à comment pérenniser les actions? C'est sûr qu'il y a certaines de nos interventions qui étaient faites pour perdurer dans le temps. Par exemple, l'ordonnance préimprimée va rester disponible au CHUM pour tous les professionnels. Pour ce qui était plus ponctuel, effectivement, en nous en allant, c'est sûr que pour les présentations, pour les affiches, bien, elles ne pourront plus être mises en place dans le milieu. Mais nous, on cherche à publier potentiellement notre recherche. Puis notre but, en fait, c'est d'avoir une méthodologie très, très détaillée dans notre protocole pour permettre à d'autres centres hospitaliers d'effectuer des interventions facilement qui seraient semblables aux nôtres. Donc, notre but, ce serait vraiment que ça puisse s'étendre. Puis, il y a certains autres centres qui nous ont déjà contactés par rapport à ça. Mais effectivement, là, pour les présentations et tout, nous, en partant, bien, on pourra pas les continuer. Par contre, on sera tous pharmaciens au CHUM l'année prochaine. Oui, donc on va porter le message. On compte quand même rester loyal à notre projet. Ah. Donc, on restera. Alors, je suis vraiment désolée, on va s'arrêter là pour les questions, mais c'est pour ça qu'on va réseauter après, parce que moi aussi, j'ai plein de questions à vous poser, mais on On s'en Je parle. voulais juste vous féliciter. Ouais, c'est vraiment un super projet, et bravo.